Je suis Sophie Audugé, je suis déléguée générale de SOS Éducation, qui est une association qui défend une école qui instruit et qui s'oppose aux idéologies dans l'école. C'est une page qui est censée informer les parents sur l'attitude à tenir quand leur enfant leur annonce qu'il est transgenre ou en d'autres termes qu'il serait né dans le mauvais corps. Alors en fait, on lui reproche justement de ne pas être une page d'information, d'être une page qui promeut l'idéologie du genre ressenti. C'est une page qui n'a pas été constituée par des gens qui sont des professionnels du métier, c'est-à-dire des scientifiques, des médecins, des biologistes, des endocrinologues, mais qui a été rédigée par des transactivistes. Et à ce titre-là, ça ne peut pas être qualifié d'une page d'information, mais c'est une page d'activisme trans. Et ça, c'est un problème parce que c'est un service public. Et les services publics se doivent d'être neutres. Ils sont au service des Français qui les financent et auxquels ils doivent une information vérifiée et évidemment de ne pas les conseiller vers des choses qui, pour le coup là, en l'occurrence, sont contraires à l'intérêt des enfants. C'est toute la question idéologique, c'est-à-dire qu'on est dans un mouvement qui joue d'effets en fait de sémantique, où on confond genre, sexe, identité. Or, la réalité, c'est que la nature humaine, qui finalement est nous sommes des mammifères, donc nous naissons avec un sexe soit mâle, soit femelle, et cette caractéristique humaine a des répercussions sur le développement, notre développement en tant qu'enfant, jusqu'à un certain âge. Et ce développement, finalement, est une réalité biologique. Or, l'idéologie transactiviste considère qu'il n'y a pas de réalité biologique, que le sexe ne détermine rien du tout, et qu'en fait, ce serait à la personne de déterminer si elle entend se conformer, quelque part, au stéréotype du genre féminin ou au stéréotype du genre masculin. C'est-à-dire que, quelque part, en tous les cas, nous, c'est pas du tout du progressisme. Au contraire, c'est un affreux retour en arrière, puisque c'est le fait de se conformer à des stéréotypes sociaux, à des stéréotypes du genre. La réalité aujourd'hui, c'est que ces stéréotypes sont finalement un dogme du paraître qui influence énormément de jeunes gens, d'enfants, notamment les plus vulnérables, et qu'avec ces discours-là, on leur fait croire que finalement le sexe biologique n'est rien et que le genre est tout. Sauf que la réalité du sexe biologique va engager un développement du cerveau, des émotions, puis tout un ensemble de mécanismes biologiques qu'on ne peut pas interrompre sans avoir des conséquences graves et irréversibles sur sa santé physique et psychique. Or, ces transactivistes prônent qu'un enfant, quel que soit son âge, pourrait, de manière presque transcendantale, décider s'il est plutôt du genre masculin-féminin, complètement indépendamment de son sexe. Et à ce titre-là, l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire même la communauté de santé, devrait se conformer à sa demande et donc lui administrer des médicaments qui sont très importants, très invasifs, que sont les bloqueurs de puberté, les hormones croisées, et puis après, on rentre dans un autre mécanisme plutôt de chirurgie, évidemment, également éminemment invasive, bien sûr. Alors, ils sont multiples. Tout d'abord, le premier danger, c'est que l'enfant ou l'adolescent se trompe sur lui-même. C'est-à-dire qu'il regrette d'avoir engagé une transition, c'est-à-dire d'avoir pris des médicaments, en premier lieu desquels les bloqueurs de puberté, qui vont enfermer l'enfant, puisqu'ils vont arrêter son développement normal, biologique, notamment les mécanismes émotionnels, de maturation, et qu'à ce titre-là, il n'y aura pas de retour en arrière possible sur cette période de la vie qu'il aura arrêtée. Alors, il pourra effectivement arrêter les médicaments, et le mécanisme va reprendre, mais le temps des médicaments, cette période-là de sa vie, il l'aura raté, en quelque sorte. Un autre élément important d'un point de vue purement psychologique, c'est que ça enferme l'enfant dans une période d'enfant, en fait, et finalement, il se coupe de ses pairs, et donc ça pose des questions de sociabilisation qui sont nécessaires justement à l'enfant pour s'émanciper. Et il y a évidemment, ça c'est bien sûr encore plus marquant, ce sont tous les effets sur la santé, c'est-à-dire qu'il y a des effets d'ostéoporose, des risques cardiovasculaires. On ne connaît pas très bien les impacts que peuvent avoir ces médicaments sur le développement du cerveau, mais aujourd'hui beaucoup de scientifiques s'interrogent, à tel point que la plupart des autres pays, dans les cliniques ou les structures, si vous voulez, qui prennent en charge ces enfants, font signer des engagements de décharge sur le fait qu'ils ne peuvent pas garantir qu'il n'y a pas d'effet des bloqueurs de puberté sur la santé des enfants à tous ces niveaux médicaux-là. Donc aujourd'hui, nous, notre appel, c'est de demander au ministre de la Santé qu'il rappelle à l'ordre son organisme de tutelle et qu'il informe véritablement sur la réalité de ces traitements, à savoir qu'ils ont des effets délétères sur la santé physique et psychique, que ces effets sont en partie connus et d'autres ne sont pas connus, mais ils sont incapables de prouver qu'il n'y a pas de risque véritable sur les enfants et que s'agissant
d'enfants, on doit adopter la plus grande des prudences. L'autre élément très important, c'est qu'on sait aujourd'hui que la population de ces jeunes qui se disent être nés dans le mauvais corps n'est pas celle historique. On a affaire à une surreprésentation d'adolescentes qui sont mal dans leur corps, ce qui est une phase assez courante dans l'adolescence, et que pour la plupart de ces adolescentes, elles ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qu'elles ont d'autres problématiques, soit elles ont été l'objet de dépression préalable, soit elles ont vécu des adversités dans leur enfance, soit elles ont eu un trauma dû à des sévices sexuels, soit elles relèvent du spectre autistique. Il y a une prévalence des enfants autistes qui, quand ils arrivent à l'adolescence, vont exprimer cette volonté de changer de genre parce qu'ils ne sont pas bien dans la position qui est la leur face à cette phase de la puberté, si vous voulez, qui est particulièrement difficile à vivre pour les enfants autistes. Donc on sait tout ça. Aujourd'hui, les autres pays nous apportent une information très importante qui a 10 ans d'antériorité sur nous. Et on a l'impression qu'en France, eh bien, on refuse de voir cette réalité des faits scientifiques et qu'on ne fait pas notre devoir qui est de protéger les enfants, de rappeler aux parents qu'il y a un phénomène de mode qui ne peut pas être nié. Je veux dire, quand on est à plus de 4000% d'augmentation des demandes de changement de genre en Angleterre, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est d'un mouvement sociétal. Or, il faut protéger les enfants et les familles, et donc être à l'écoute des enfants, les accompagner au maximum, comme l'a recommandé l'Académie de médecine. Prudence, accompagnement psychopathologique. Voilà. Je pense qu'on peut, sans problème, affirmer qu'on n'aurait pas la situation qu'on a de mouvements de masse de jeunes filles qui veulent devenir des garçons s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et le système même des réseaux sociaux s'alimente lui-même, puisque un jeune qui va mal, qui va aller sur les réseaux sociaux, va regarder certaines vidéos sur ces contenus-là, et ensuite le système va ne lui proposer que des vidéos qui sont liées à ces questions-là. Et dans ces vidéos-là, il y a une héroïsation des personnes qui font leur transition et une banalisation des procédures de transition. C'est-à-dire qu'on banalise complètement, évidemment, le fait de prendre des médicaments. Il n'y a jamais aucune information sur le risque de ces médicaments. On banalise complètement les chirurgies, c'est-à-dire qu'on va vous dire que c'est tout à fait esthétique d'avoir des cicatrices quand on a fait une mammectomie, si vous voulez. Vous avez de nombreux influenceurs qui racontent leur parcours jour à jour, qu'on voit d'ailleurs et qui se montrent comment on se pique à la testostérone. On voit également des jeunes qui expliquent comment on peut obtenir ces médicaments de manière détournée. Tout ça circule sur les réseaux sociaux sans qu'il n'y ait aucune vérification, aucun contrôle, alors que normalement ça devrait être interdit, puisqu'on ne peut pas faire de la promotion de médicaments en France en tous les cas. Tout ça se fait de manière tout à fait, je dirais presque officielle, puisque nous qui suivons cela de très près s'agissant des enfants, on croule sous l'épreuve de ce genre de stimulation d'influenceurs, que ce soit par des blogs, des vlogs, enfin tous les systèmes aujourd'hui qui permettent d'influencer des jeunes. Est-ce que le ministre de la Santé que vous avez interpellé vous a répondu ? Alors pour l'instant, il n'a pas répondu. La CAF a répondu d'une manière tout à fait sidérante, puisque la réponse a été en gros de dire que ce n'est pas parce qu'un sujet ne fait pas consensus qu'on n'en parle pas. Sauf que ce qui serait quand même la moindre des choses, c'est que à travers cette réponse, il prouve que le sujet ne fait pas consensus et qu'à ce titre-là, il démontre qu'il n'a pas souhaité présenter les différents points de vue. Donc pour nous, cette réponse, elle en dit long sur l'incapacité d'un service public à reconnaître qu'effectivement, il tente même d'être neutre sur ces informations, parce que là, pour le coup, il écrit même que bien que conscient qu'il n'y a pas consensus, clairement la position de la CAF a été celle des transactivistes. La question n'est pas est-ce qu'on est transphobe ou pas. La question est est-ce qu'il y a un risque pour les enfants à les engager dans un processus de changement de genre trop vite. C'est ça la question. Nous, SOS Éducation, on est sur cette question-là, on s'est intéressé à ce sujet-là à partir du moment où Jean-Michel Blanquer a publié une circulaire dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que quand on a des services publics qui prennent position pour une idéologie, il faut savoir qu'une grande majorité des gens les croient. Et à ce titre-là, il y a une responsabilité de nos services publics à informer. Or, être transphobe, ça serait dire qu'on ne reconnaît pas le combat pour l'égalité des droits ou le respect des droits des personnes transsexuelles. Nous, SOS Éducation, on a toujours affirmé haut et fort qu'on soutenait le combat légitime pour le respect des personnes transsexuelles et des personnes homosexuelles. Ce que nous, on interroge, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'il y a un phénomène de mode aujourd'hui porté par les réseaux sociaux, qu'on pense qu'il y a une majorité, puisque c'est quand même ce qu'on note, une majorité de jeunes qui s'engagent dans le changement de genre alors que ce n'est pas l'origine de leur souffrance véritable et qu'ils ont d'autres motifs de souffrance. On dit qu'on demande à tous d'adopter, s'agissant des mineurs, la plus grande des prudences et qu'il faut jamais agir dans l'urgence quand il s'agit de donner des médicaments à des enfants, médicaments qui auront des conséquences irréversibles sur leur santé psychique et physique et évidemment, davantage encore, s'agissant de chirurgie qui constituent des automutilations. Alors après, soit ça, c'est
c'est être transphobe, soit c'est être responsable et considérer que les adultes ont comme mission de protéger les enfants, qui sont par la nature même de leur immaturité, pas en mesure de se protéger eux-mêmes, et qu'il nous appartient de garantir aux enfants qu'ils peuvent compter sur nous pour les protéger. Et donc ça, pour moi, c'est pas du tout être transphobe.